Imaginez une garnison russe installée sur une bande de terre qu'elle ne contrôle pas réellement, gardant des obus soviétiques dans un dépôt d'une autre époque, écoutant des discours de Moscou qui sonnent puissants, mais dont les cartes disent le contraire. Environ 1200 à 1500 soldats russes demeurent en Transnistrie, mais ils sont bloqués dans une poche entre une Moldavie pro-européenne et une Ukraine en guerre, sans voie de rotation fiable, sans chemin de renforcement sûr et avec un espace politique de plus en plus réduit pour peser. Le fait remarquable est que l'OTAN n'a pas anéanti cette force. L'Union européenne et la Roumanie l'ont fait, en utilisant les frontières, l'énergie et le droit, la paperasserie, les pipelinés, les postes frontières, une cage construite barreau par barreau. C'est là le point essentiel de cette histoire. La Transnistrie était autrefois présentée comme une tête de pont russe aux portes de l'Europe, un conflit gelé permettant à Moscou de garder un pied en Moldavie et une main sur la gorge de la région. Aujourd'hui, cette tête de pont ressemble davantage à une impasse. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cela a des implications bien au-delà de cette petite bande de terre séparatiste. Car si Bruxelles et Bucarest peuvent neutraliser une enclave russe sans tirer un coup de feu, alors la logique même de la coercition post-soviétique commence à changer et les conflits gelés cessent de paraître permanents. Ils commencent à sembler coûteux, fragiles et stratégiquement obsolètes. Bienvenue sur l'échiquier global pour explorer comment une enclave russe a été progressivement neutralisée par des moyens insoupçonnés. Pour comprendre cette cage, il faut remonter le temps. Après l'effondrement soviétique, la Transnistrie a fait sécession de la Moldavie lors d'une brève guerre au début des années 1990. La Russie y a maintenu des troupes, présentant une partie de ses forces comme des soldats de maintien de la paix et ancrant le reste autour de l'immense dépôt de munitions de Kobasna, où de vieilles munitions soviétiques sont encore stockées en quantité massive. Pendant des années, cet arrangement a conféré à Moscou un levier d'influence disproportionné par rapport à la taille de l'enclave. La Transnistrie n'était pas seulement un différend local, c'était une soupape de pression, un corridor de contrebande, une zone grise légale, un rappel constant que la Russie pouvait geler l'avenir de la Moldavie quand elle le souhaitait. Puis vint le premier véritable verrou de cette cage, le 28 février 2022. Quelques jours seulement après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Kiev a fermé les points de contrôle sur le segment transnistrien de la frontière ukraino-moldave jusqu'à nouvel ordre. Cela a eu plus d'importance que bien des titres dramatiques par la suite, car cela signifiait que la porte orientale s'était refermée, presque immédiatement après le début de la guerre. Plus de transit militaire facile, plus de mouvements transfrontaliers occasionnels vers l'arrière de l'enclave, plus de prétention que la Transnistrie se trouvait toujours dans un voisinage russe complaisant. Une frontière a changé et toute la géométrie a changé avec elle. C'est là que le pont terrestre est mort. En 2022, on parlait vaguement de forces russes atteignant Odessa et se connectant à la Transnistrie depuis l'Est. Ce fantasme paraissait dramatique à la télévision, mais sur une carte réelle, il dépendait de la capacité de la Russie à réaliser plusieurs actions très difficiles successivement. Vaincre l'Ukraine dans le sud, survivre aux approches d'Odessa, sécuriser un corridor, puis le maintenir sous une menace constante. Rien de tout cela ne s'est produit. Odessa a tenu, l'Ukraine s'est fortifiée, et la force russe en Transnistrie est restée exactement là où elle avait toujours été physiquement, mais dans une réalité stratégique complètement différente. Même soldats, même dépôt, mais un siècle complètement différent. Observons de plus près les hommes à l'intérieur de cette poche. La force est souvent décrite comme une menace, mais aujourd'hui, elle ressemble bien plus à un fardeau échoué. Reuters a rapporté que la présence de troupes russes en Transnistrie est d'environ 1500 hommes, tandis que les responsables moldaves et les analystes externes ont maintes fois souligné qu'une grande partie du contingent est peu nombreuse, composée en grande partie de locaux
et contrainte par l'impossibilité de se renforcer à travers un territoire hostile ou contrôlé. En termes pratiques, ce n'est pas un tremplin pour une offensive majeure. C'est une force statique, gardant des symboles, de vieux stocks et un récit politique qui a perdu la majeure partie de sa fondation logistique. La télévision de Moscou parle encore avec des verbes impériaux, mais la géographie est passée au nom, dépôt, frontière, impasse. Le deuxième barreau de la cage était l'énergie, et celui-ci a peut-être fait plus de mal que les fermetures de frontières, car il a affecté simultanément la vie quotidienne, l'industrie et le levier politique. Le 1er janvier 2025, le transit de gaz russe via l'Ukraine a cessé à l'expiration de l'accord de transit. Cela a mis fin à une route historique qui avait survécu même aux premières années de la guerre à grande échelle. Pour la Transnistrie, l'effet a été brutal. Le chauffage et l'eau chaude ont été coupés. L'industrie s'est en grande partie arrêtée. La centrale électrique de Kuchurgan est passée du gaz au charbon juste pour maintenir un certain flux d'électricité. En géopolitique, on imagine souvent les sièges comme de l'artillerie et de la fumée. Parfois, le véritable siège est moléculaire. Parfois, c'est le moment où le gaz n'arrive pas. Et voici l'ironie que Moscou déteste. La fin du transit de gaz russe n'a pas restauré le levier de la Russie sur la Transnistrie. Elle a révélé à quel point le propre client de Moscou dépendait d'une route contrôlée par des gens que la Russie essayait de détruire. L'Union européenne est intervenue face à cette vulnérabilité avec un soutien d'urgence. Fin janvier 2025, Bruxelles a offert un paquet d'urgence immédiat de 30 millions d'euros pour la crise énergétique de la Moldavie, incluant explicitement un soutien lié à l'urgence humanitaire en Transnistrie. Début février, la Commission et la Moldavie ont convenu d'une stratégie plus large de 2 ans pour l'indépendance énergétique et la résilience, d'une valeur de 250 millions d'euros pour 2025, visant à désolidariser la Moldavie de l'approvisionnement russe incertain et à l'intégrer davantage au marché énergétique de l'UE. C'est le barreau énergétique de la cage. La Russie coupe le robinet et Bruxelles utilise la crise pour construire un système d'approvisionnement différent. Pas de corridor, pas de gaz, pas de rotation. Telle est la logistique. Maintenant, voici la politique. Pendant 2 décennies, l'UE et la Moldavie, avec l'Ukraine à leur côté, ont bâti des institutions qui ne semblent pas spectaculaires dans un montage de champs de bataille, mais qui sont dévastatrices pour l'influence des zones grises. La mission d'assistance frontalière de l'UE, EUBAM, a été créée pour moderniser le contrôle frontalier partagé et contribuer à un règlement pacifique du conflit transnistrien. Au fil des ans, elle a soutenu la coordination douanière, le partage d'informations et les contrôles intégrés à la frontière moldo-ukrainienne. Même après la fin du mandat de l'EUBAM, fin 2025, l'architecture qu'elle a contribué à construire n'a pas disparu. Les habitudes sont restées, les procédures sont restées, la logique est restée. Le contrôle conjoint est devenu une seconde nature. C'est pourquoi les postes conjoints et les contrôles uniques sont importants. Ils remplacent le flou par des reçus. Ils remplacent l'ambiguïté par des bases de données. En décembre 2023, la Moldavie et l'Ukraine ont signé des protocoles pour étendre le contrôle conjoint à des points de passage supplémentaires. Le propre rapport de l'EUBAM a souligné la poussée constante pour améliorer le contrôle conjoint sur la frontière partagée, y compris le segment central stratégiquement sensible, longtemps lié à la Transnistrie. C'est ennuyeux de la meilleure des manières. Les tampons frontaliers ne sont pas cinématographiques. L'harmonisation douanière ne fait pas les gros titres, mais c'est exactement ainsi que l'on étouffe le modèle économique d'une zone grise. La contrebande déteste la paperasserie. L'influence par procuration déteste la transparence. Les conflits gelés prospèrent grâce aux échappatoires. Le talent de l'UE est de transformer les échappatoires en formulaires. Puis vint le barreau juridique. En janvier 2026, la Moldavie a entrepris de dénoncer des accords fondateurs clés de la Communauté des États indépendants, CEI, dirigés par la Russie.
Reuters a rapporté que Chisinau avait cessé de participer aux activités de la CEI depuis 2023 et confirmait maintenant formellement la dénonciation des accords qui sous-tendaient ce bloc. Les responsables moldaves ont présenté cela comme une clarification du statut juridique du pays et un renforcement de son orientation européenne. Ce n'était pas une rupture théâtrale géante avec des feux d'artifice et des fanfares. C'était plus grave que cela. C'était un débranchement institutionnel. La Russie a toujours aimé les structures héritées parce qu'elles permettent à une ancienne influence de survivre dans de nouvelles frontières. La Moldavie coupe maintenant méthodiquement ses fils. La voix de l'UE est également importante ici. La Moldavie a demandé son adhésion à l'UE en mars 2022, a obtenu le statut de candidat en juin 2022 et a officiellement ouvert les négociations d'adhésion en juin 2024. Fin 2025, la Commission européenne a déclaré que la Moldavie avait considérablement progressé sur sa voie d'adhésion, malgré des menaces hybrides et des tentatives de déstabilisation continue. Cela signifie que chaque nouveau chapitre de réforme, chaque rapprochement juridique, chaque alignement technique avec les règles de l'UE n'est pas seulement un exercice administratif. C'est un barreau supplémentaire dans la cage autour de la présence militaire russe en Transnistrie. Moscou maintenait l'enclave en vie en gardant la Moldavie à moitié dedans et à moitié dehors de l'Europe. La réponse de Chisinau est simple. Supprimer le moitié. Venons-en à l'initiative de la Roumanie et à l'impact qu'elle a eu. En janvier 2026, la présidente Maia Sandu a déclaré que s'il y avait un référendum sur l'unification avec la Roumanie, elle voterait oui, arguant qu'il est de plus en plus difficile pour une petite démocratie comme la Moldavie de résister seule à la pression russe. Peu après, le Premier ministre roumain Ilie Bolojan a également déclaré qu'il voterait oui à un tel référendum. Le président roumain Nicolae Ciucă a adopté une ligne plus prudente, soulignant que la Moldavie est souveraine et que tout avenir de ce type dépend de la volonté des citoyens moldaves. Bien que soutenant fermement la voie européenne de la Moldavie, cette distinction est importante. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de calendrier annoncé, mais la fenêtre d'Overton s'est déplacée. Un scénario autrefois traité comme une nostalgie romantique est maintenant discuté comme une stratégie d'État. Pourquoi est-ce brutal pour Moscou? Parce que cela change la fin de partie. Si la Moldavie s'unifie un jour avec la Roumanie, toute la masse terrestre moldave entrerait simultanément sur le territoire de l'UE et de l'OTAN par les mécanismes juridiques et politiques de l'Union avec un État membre existant. L'astuce préférée de la Russie, dans des endroits comme la Transnistrie, a toujours dépendu du temps. Geler le conflit, maintenir l'État cible faible, préserver l'ambiguïté, attendre la fatigue occidentale. Les discussions sur l'unification attaquent cette horloge. Elles disent à Moscou que le conflit gelé n'est pas un fait géographique permanent. C'est une anomalie au sein d'un courant politique plus vaste qui se dirige vers l'ouest. Pour le Kremlin, c'est le cauchemar. Pas des chars traversant une rivière, mais une carte qui change de sens. Et la Roumanie ne se contente pas de déclarations. Elle est devenue l'une des plateformes logistiques clés du flanc oriental. Reuters a rapporté que la Roumanie est devenue la plus grande route alternative d'exportation de céréales pour l'Ukraine, avec des investissements majeurs affluant vers le port de Constanța et les infrastructures ferroviaires pour étendre sa capacité. Bucarest a ouvertement décrit Constanța comme un hub logistique stratégique en mer Noire. En même temps, l'importance de la mer Noire pour la sécurité de l'OTAN et de l'UE a monté en flèche depuis l'invasion russe, la Roumanie se situant au centre de cette équation en tant qu'État de première ligne, nœud de transport et acteur de la sécurité reliant les Balkans, le Danube, la Moldavie et la mer Noire occidentale. Cela est important, car la logistique est un levier. L'État qui déplace les céréales, le carburant, les blindés et les informations façonne le champ de bataille avant même qu'il n'existe. Alors, que se passe-t-il si Moscou tente de briser la cage? C'est la partie où les options russes ressemblent moins à des plans et plus à des défis téméraires. Acheminer des renforts significatifs par voie aérienne en Transnistrie,
signifierait voler à travers ou près d'un espace aérien dominé par les défenses ukrainiennes en temps de guerre et une situation régionale étroitement surveillée. Un mouvement amphibie à travers le nord-ouest de la mer Noire se heurterait aux mêmes dures réalités qui ont déjà anéanti les rêves russes autour d'Odessa. Surveillance, défense côtière, mines et géographie. Une poussée terrestre vers Odessa d'abord signifierait gagner une campagne que la Russie a déjà échoué à remporter dans des circonstances bien meilleures. Même le chantage énergétique s'est retourné contre elle, car chaque coupure donne à l'UE une nouvelle excuse pour financer des alternatives et éliminer la dépendance. Le menu de secours n'existe que sur le papier, et le papier, pour une fois, est précisément ce qui a vaincu Moscou ici. C'est ainsi que l'on neutralise une enclave russe dans les années 2020. On la rend militairement insignifiante avant qu'un coup de feu ne soit tiré. On ferme les routes frontalières, on renforce la côte voisine, on intègre les douanes, on redessine l'environnement juridique, on construit des alternatives énergétiques. On aligne l'État vulnérable avec l'UE. Et puis, une fois que l'enclave est déjà piégée dans cette toile, on déplace la conversation politique de « Comment gérer ce conflit gelé pour toujours ?» à « À quoi ressemble la carte après qu'il cesse d'être gelé ?» Ce n'est pas glamour. C'est bien plus dangereux que glamour, parce que ça marche. Il y a aussi un angle humain qui compte, et il compte beaucoup. Une armée en cage ne signifie pas forcément des civils en cage. Pendant la crise énergétique de 2025, le paquet de l'UE a été explicitement conçu pour faire face à l'urgence humanitaire affectant les deux rives du Dniestre, y compris les habitants de Transnistrie qui se sont soudainement retrouvés sans chauffage ni électricité normaux. Les responsables moldaves et les institutions européennes n'essayaient pas de prouver que l'Occident pouvait faire souffrir les gens ordinaires plus efficacement que Gazprom. Ils essayaient de faire le contraire, séparer la souveraineté de la punition. C'est une arme narrative puissante, car l'histoire du Kremlin est toujours que si vous quittez l'orbite de Moscou, vous gèlerez. Mais quand Bruxelles aide à maintenir les foyers en fonctionnement, tandis que le propre levier gazier de Moscou s'effondre, cette histoire commence à pourrir de l'intérieur. Et ces foyers ne sont pas abstraits. La Transnistrie est pleine d'identités qui se chevauchent, de régimes médiatiques variés et d'instincts de survie pratiques. Les données moldaves publiées en janvier 2026 indiquaient que plus de 337 000 résidents de la région transnistrienne détiennent des passeports moldaves. Dans l'ensemble de la Moldavie, des centaines de milliers détiennent également la citoyenneté roumaine, reflétant les liens sociaux profonds à travers le Prout. Ainsi, la réalité civile est plus complexe que les affiches de propagande. Les gens peuvent regarder la télévision russe, parler des langues maternelles différentes, détenir plusieurs passeports et vouloir principalement que les lumières soient allumées, les salaires payés et leurs enfants hors de danger. Moscou prospère quand elle peut transformer cette complexité en paralysie. Chisinau et ses partenaires européens essaient de la transformer en légitimité, et c'est peut-être le plus grand changement de tous. Pendant des années, la Transnistrie a semblé prouver que la Russie pouvait toujours garder un fragment d'empire incrusté chez un voisin. Aujourd'hui, elle apparaît de plus en plus comme la preuve que ces fragments peuvent être encerclés, réglementés, dépassés et politiquement supplantés lentement, méthodiquement, presque avec un calme insultant. Pas avec un assaut choc, mais avec une longue strangulation administrative, soutenue par la diversification économique et la force d'attraction des alliances. Pas de fin à la Hollywood, juste une carte de plus en plus difficile à utiliser pour Moscou. Revenons donc à l'image par laquelle nous avons commencé. Une petite garnison russe en Transnistrie, toujours armée, toujours présente, toujours utile à la propagande, mais de plus en plus inutile à la stratégie. La tête de pont est devenue une cage. La Roumanie a aidé à faire évoluer la politique. L'UE a construit les fondations. L'Ukraine a verrouillé la porte orientale.
Et la leçon pour Moscou est sauvage par sa simplicité. L'enclave que vous pensiez vous donner un levier peut devenir une prison pour votre propre influence. La question n'est plus de savoir si la Transnistrie semble toujours gelée sur une carte. Elle est de savoir si Bruxelles et Bucarest viennent de montrer un modèle pour tous les autres conflits gelés que la Russie considère encore comme une arme de réserve. Car si cela peut être fait ici sans un coup de feu, alors la prochaine guerre que Moscou perdra pourrait être celle qui ne commencera jamais, visiblement.